民真和国，镇压人民真火，今天等你了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。La construction du Grand Palais du Peuple, bâtiment phare sur la place Tiananmen, a été achevée en 1959, à la veille du 10e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. 60 années se sont écoulées sans ternir la grâce du bâtiment. Ils se font à merveille dans le paysage et contribuent à la grandeur de la place Tiananmen. En août 1958, le comité central du Parti communiste chinois décide de construire 10 grands édifices pour marquer les 10 ans de la Chine nouvelle. Le Grand Palais du Peuple est à la tête de ces 10 édifices. Moins de 400 jours avant la fête nationale de 1959, en si peu de temps, est-il possible de construire 10 grands édifices ? Voyons la durée des travaux pour d'autres bâtiments célèbres datant de la même époque. 7 ans pour le building du siège de l'ONU à New York. 8 ans pour le Palais des Nations à Genève. Le théâtre de Sydney, dont les travaux ont débuté en 1959, n'a été terminé que 14 ans après. La capacité de rassembler toutes les forces pour relever les grands défis est un atout propre au socialisme. 33 grands architectes, venus de 17 provinces et régions, sont réunis à Beijing. Près de 10 000 ouvriers s'affairent sur le chantier. Des centaines de milliers de participations de travailleurs volontaires. Le peuple a consacré sa sagesse et sa force, ainsi que son élan patriotique, pour créer un miracle dans l'histoire architecturale mondiale. Ces visages souriants et débordants d'enthousiasme continuent à nous toucher à travers le temps et à nous transporter dans ces années ardentes. Le système fondamental socialiste a été établi en Chine dans un pays peuplé de 600 millions d'habitants. Il s'agit d'un événement d'une portée exceptionnelle qui fait époque. C'est une cause qui a uni le peuple dans un élan sans précédent pour construire sur tous les plans le socialisme. Le pétrole est d'une importance vitale pour l'industrie. Avec ses industries en développement rapide, la Chine nouvelle a besoin plus que jamais du pétrole. Pour l'Occident, qui bloque la Chine sur le plan économique, la Chine est un pays pauvre en pétrole. Comment développer son industrie sans pétrole? Les Chinois n'ont pas cédé au découragement. Des géologues et des jeunes prospecteurs sont partis aux 4 coins du pays, sur les terres sauvages et dans le désert de Gobi, à la recherche de traces de pétrole. Li Shuguang est géologue revenu au pays en 1950.
puis il est nommé ministre de la Géologie. Selon la théorie des faciès terrestres de pétrole, créée et développée par Pan Zhongxiang et lui-même, les bassins de Cheidam, du Sichuan et les plaines de la Chine du Nord et du Nord-Est peuvent être riches en pétrole. Fin septembre 1959, l'équipe de prospecteurs de la Chine fore le premier puits de pétrole dans le district de Zhaozhou, au Heilongjiang, sur la plaine Songliao, dans le nord-est. Nous sommes à quelques jours du 10e anniversaire de la République populaire de Chine. Ce puits sera nommé Daqing, signifiant « grande célébration ». En 1960, l'autorité centrale décide d'envoyer au champ pétrolier de Daqing 40 000 hommes. Les conditions sont extrêmement dures. Les équipements nécessaires font défaut, il n'y a pas de route, la nourriture en eau et électricité est loin d'être suffisante. Quelques dizaines de milliers de personnes débarquent en même temps sur une vaste plaine sauvage. Comment ces personnes pourraient-elles survivre ? Cet homme de fer, comme on aime le surnommer, s'appelle Wang Jinsi. C'est le chef de l'équipe de forage 1205. Ce grand bosseur a un mental d'acier. Son nom est inscrit à jamais dans l'histoire du gisement pétrolifère de Daqing. Les engins nécessaires faisant défaut pour transporter la foreuse, Wang Jinsi et ses camarades devaient porter sur leurs épaules la machine lourde de 60 tonnes jusqu'au champ et l'installer à la force de leurs bras. À cause d'un excès de pression, lorsque le deuxième puits atteignit une profondeur de 700 mètres, une éruption se produisit. À ce moment crucial, Wang Jinsi est le premier à se jeter dans le bassin rempli de ciment et de boue pour remuer la matière boueuse. L'accident est évité de justesse. Après 3 ans d'âpres efforts, en 1963, le champ de Daqing a produit 4,393 millions de tonnes de brut, soit 67,3% de la production nationale. Le 2 décembre de cette année, Zhou Enlai, lors de la 4e session de la 2e Assemblée populaire nationale, déclare solennellement « En ce qui concerne le pétrole, nous sommes arrivés à l'autosuffisance ». La Chine s'est débarrassée à jamais de son étiquette de pays pauvre en pétrole. En janvier 1964, Mao Tse-tung lance à tout le pays l'appel « Dans l'industrie, apprendre de Daqing ». Daqing est devenu un drapeau pour l'industrie de la Chine nouvelle. Dans ces années ardentes, dans l'immense campagne de la Chine nouvelle, des miracles inédits n'ont cessé de se produire. Des grondements qui résonnent dans la partie sud de la grande montagne Tehang nous emmènent dans le district Linxian de la province du Henan.
Des cordes autour de la taille, ces hommes qui, habiles comme des singes, s'envolent entre les falaises, ne sont pas des acrobates. Leur travail consiste à creuser dans ces rochers hauts de plusieurs centaines de mètres un canal qui permettra de faire venir l'eau de la rivière Zhanghe qui coule à 100 km de là. Ce célèbre projet de canalisation a donné naissance au fameux canal du drapeau rouge. Creusé dans le grès, un canal large de 8 mètres et profond de 4 mètres 3 dépasse de loin ce que l'on pourrait imaginer. Attachés à une corde enroulée autour de la taille, les hommes s'envoyaient dans le vide et s'accrochaient aux rochers comme des lézards. Ils enfonçaient les fleurets et perçaient des trous de mine pour y installer l'explosif. En réalisant cette haute voltige, ils jouaient avec la vie et la mort. Zheng Yangchang, chef de l'équipe de choc, s'est gravement blessé à 4 reprises. Il a frôlé la mort. 着急就把被子包住了。到工地去盘旋以后，中午回来不回来的，那就很难说了。对你说实话，这么担起来，我要粉身碎骨以后牺牲了，我点开，别人点开我的被子跟棺材里边一放，那不就回老家去了吗？ Déterminé à refaire le monde et animé d'une volonté de faire, pour amener la rivière Zhanghe, le peuple de Linshan a creusé dans la montagne Tehang, sur une longueur de 1500 km, un canal céleste artificiel, le canal du drapeau rouge. Depuis des siècles et des siècles, le peuple de Linshan rêvait d'avoir un cours d'eau, et ce rêve est devenu réalité. Comme l'a dit le Premier ministre Zhou Enlai, ce ruban bleu qui serpente entre les falaises de la montagne Tehang et le grand pont de Nanjing sur le Yangtze sont 2 miracles créés par la Chine nouvelle. Alors que les gens de Linshan, sur le côté sud de la montagne Tehang, perçaient les rochers, à Dajai, le côté nord de la montagne Tehang, les populations se sont mises à développer la production et construire des bâtiments. Menée par la cellule locale du parti, la population de Dajai a construit durant les 5 années suivant 1953 180 digues, chacune étant longue de 15 km, et aménagé sur les coteaux 20 hectares de champs en terrasse. La Chine prend l'agriculture comme base et prend l'industrie comme facteur dominant. Transformer la Chine à l'instar de Yugong qui déplaça les montagnes. Ce slogan résume bien l'état d'esprit du peuple chinois de l'époque. La Chine a mis 20 ans pour jeter les bases d'un système industriel indépendant et complet et d'un système économique national. Ceci a créé les conditions favorables pour le développement de l'économie moderne chinoise. Pour atteindre le même stade, les pays occidentaux ont eu besoin de 200 ans. Début des années 1960, de nouvelles agitations remuent le paysage international, créant des tensions dans les zones limitrophes de la Chine. La guerre menée par les États-Unis contre le nord du Vietnam ne cesse de s'élargir. Comment se préparer à la guerre sur le plan économique? La question est mise à l'ordre du jour au plus haut niveau du parti et de l'État. Le 27 mai 1964, Mao Tse-tung préside une séance élargie des membres permanents du bureau politique du comité central consacré au développement des régions selon 3 lignes. Les 3 lignes démarquent les différentes parties du territoire. La première ligne désigne les régions littorales. La deuxième ligne, le centre de la Chine. La troisième regroupe les régions de l'intérieur, dont le Yunnan, le Guizhou, le Sichuan au sud-ouest, le Shanxi, le Gansu, le Ningxia et le Qinghai au nord-ouest. En juin de cette année, Mao Tse-tung rappelle, lors d'une conférence centrale sur le travail du comité central, que tant que l'impérialisme existe, le danger de la guerre persiste.
Nous ne sommes pas parmi les chefs d'état-major impérialistes. Nous ne savons pas quand ils veulent faire la guerre. Il faut donc construire des bases industrielles dans les régions de la 3e ligne et développer les industries de défense dans les régions des 1re et 2e lignes. Alors nous serons tranquilles. La décision est prise rapidement par l'autorité centrale. Tenons-nous prêts à faire face à la guerre et assurer un développement accéléré des régions de la 3e ligne. Alors que l'équipe dirigeante centrale esquissait le plan de développement pour la 3e ligne, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche se délocalisaient dans les régions de l'Ouest. L'université nationale Jiaotong avait été délocalisée bien plus tôt. En 1955, le comité central du parti avait décidé de délocaliser cette université de Shanghai à Xi'an. Conquérir la science moderne, contribuer au développement des régions du Nord-Ouest, cet idéal animait les étudiants et professeurs qui sont montés dans le train pour l'Ouest. Selon le registre officiel, des 767 professeurs de l'université, 537 sont allés travailler à Xi'an, soit plus de 70% du nombre total. Il est de notre devoir de répondre à l'appel du pays. Se consacrant depuis des dizaines d'années au développement du Nord-Ouest, ils ont réussi à propager un esprit de la délocalisation à l'Ouest qui se résume par le noble esprit de sacrifice, la mise à l'honneur de la tradition et l'esprit de dur labeur. En 2017, certains de ces professeurs ont adressé une lettre au secrétaire général Xi Jinping pour relater leurs expériences au cours de ces années. De manière inopinée, en décembre 2017, ils ont reçu la réponse du secrétaire général Xi Jinping. Il est dit dans la lettre « J'espère que les étudiants et professeurs de l'université Jiaotong de Xi'an pourront faire rayonner l'esprit de la délocalisation à l'Ouest, qu'ils consacreront leur sagesse et force au développement de l'Ouest et du pays. » Les recommandations du secrétaire général ont profondément touché les professeurs. 总书记有提到，爱国奉献、无怨无悔，都是西铁精神的体现。我们要在新时代找出我们的奋斗目标，再立新功。 De tous les programmes de construction de la 3e ligne de l'époque, Mao Tse-tung prenait le plus à cœur celui de la base sidérurgique de Panzhihua. Il disait « Il faut construire la base sidérurgique de Panzhihua le plus vite possible, mais il faut travailler avec le plus grand sérieux. Je ne trouverai pas le sommeil tant que ce travail ne sera pas mené à bien. » Nous sommes en mai 1964 à Panzhihua. Dans ces montagnes sauvages, oubliées depuis des millions d'années, retentissent des coups de canon. Panzhihua devient le théâtre d'une opération inédite dans l'histoire de l'humanité. Des dizaines de milliers de travailleurs, munis de simples bagages, débarquent au bord du fleuve Jinsha. Aucune ville n'étant à proximité, aucun chemin de fer ne desservant la région, au climat austère, les matériels manquent terriblement. Construire une grande base sidérurgique relève alors de l'impossible. Une poêle sur 3 cailloux, une tente entre les rochers, avec le ciel pour seul toit et la terre pour seul lit, et des herbes sauvages avec du sel pour seul repas quotidien. Ce chant résume la vie réelle des travailleurs de l'époque. Des centaines de milliers de travailleurs ont mis 5 ans pour ériger sur ce vaste terrain sauvage une grande entreprise sidérurgique de renommée mondiale. Le 1er juillet 1970, la production du premier fourneau de fonte liquide est réussie à Panzhihua, faisant virevolter les magnifiques étincelles d'acier. Le même jour, le chemin de fer Chengdu-Kunming est inauguré. Long de 1096 km, cette voie ferrée traverse des régions où les conditions géographiques sont extrêmement compliquées. Des experts de plusieurs pays avaient ainsi conclu que c'était une zone interdite au chemin de fer. Pourtant, rien ne peut arrêter le peuple chinois déterminé à se bâtir une belle patrie.
les travailleurs ont versé sang et sueur pour réaliser cette route extraordinaire. Pour construire le chemin de fer long de 1096 km, plus de 2100 personnes ont donné leur vie. Pour chaque tronçon de 500 mètres, il faut compter une vie humaine. La réalisation des programmes dans les régions de la troisième ligne a permis de réorganiser la géographie industrielle de notre pays et de sortir les régions de cette ligne de leur état de sous-développement. Ces années ardentes ont vu nombre de héros émerger. La Fang, sacrifié dans l'exercice de ses fonctions, était un simple soldat de l'armée populaire de libération. Pour avoir servi le peuple corps et âme, il a été cité en exemple devant tout le pays. Jiao Lu, atteint d'un cancer du foie et de violentes douleurs, a dirigé les cadres et masses du district de Langkao pour lutter contre les calamités naturelles. Le peuple de Langkao lui a accordé le titre de cadre émérite du parti. Le dévouement du peuple, les exploits des héros, toutes ces histoires émouvantes se racontent de génération en génération. Animés d'un enthousiasme sans précédent, les gens se sont lancés dans la construction du socialisme en développant l'esprit de Daqing, l'esprit de la bombe nucléaire, du missile et du satellite artificiel, l'esprit de la délocalisation à l'ouest, ainsi que des valeurs propres à cette époque. Ces valeurs ont beaucoup enrichi notre système de valeurs révolutionnaires. Partons à la conquête de la science moderne. Ce slogan haut et fort est né avec l'élan de construire la Chine nouvelle. En 1960, un enseignant à l'école agricole du Hunan, Yuan Longping, se met à étudier les hybrides du riz. À l'époque, la production moyenne du riz était d'un peu plus d'1,5 tonne par hectare. La question céréalière devenait imminente. Après 10 ans d'efforts, Yuan Longping a mis au point des techniques qui ont permis d'élever la production du riz à 4,5 tonnes par hectare en 1975. Aujourd'hui, Yuan Longping continue à réaliser des prouesses techniques. Son riz hybride de 3e génération a une production de 15 tonnes par hectare. Le 17 septembre 1965, la Chine devient le premier pays au monde à avoir synthétisé l'insuline bovine cristalline. Pour la première fois dans le monde, on a réussi à synthétiser de la protéine. Toyoyo a découvert l'artémisinine, molécule très efficace pour traiter le paludisme. En 2015, elle est récompensée par le prix Nobel de médecine. Ces recherches ont débuté le 23 mai 1967. Cette année-là, la Chine démarre le programme 523, dont l'objectif est de développer des médicaments antipaludéens. 5 ans après, en collaboration avec d'autres établissements, l'équipe de Toyoyo met au point l'artémisinine. Les traitements à base de cette molécule ont sauvé des millions de vies et ont considérablement contribué à la cause de la santé humaine. La santé physique et psychologique est la base du développement personnel. C'est un devoir que chaque État doit assumer. La Chine faisait partie des pays où sévissait la bilharziose. Dans le bassin du Yangtze, ainsi que dans les 12 provinces, régions et municipalités du Sud, 10 millions de personnes étaient atteintes de cette maladie, alors que presque 100 millions de Chinois étaient menacés. Le 17 février 1956, lors d'une conférence d'État, Mao Tse-tung lance l'appel « Faisons disparaître la bilharziose ». Le 30 juin 1957, le quotidien du peuple rapporte déjà que dans le district de Yujiang de la province du Jiangxi, la maladie de la bilharziose a été anéantie. Apprenant la nouvelle, Mao Tse-tung ne pouvait plus trouver le sommeil. Très heureux, il en a tiré un poème intitulé
en renvoyant le dieu de la peste. À la brise printanière dansent les feuilles du saule et du peuplier, 600 millions d'âmes toutes égales à Shun et Yao. Les pluies rouges voltigent au gré des vagues, les montagnes vertes se transforment en ponts merveilleux. Sur les montagnes Wuling montant aux cieux, les gens travaillent avec le roux, les bras de fer ébranlent la terre. Dieu de la peste, dites-nous, où comptez-vous aller? Disparaissez avec nos bateaux de papier et nos chandelles illuminant le ciel. En 1965, Mao Tse-tung donne l'instruction de donner la priorité à la campagne sur le plan de la santé publique. Vont apparaître alors les médecins aux pieds nus. La Chine nouvelle s'est dotée d'un système de santé publique tout nouveau et qui lui est propre. Malgré son niveau de développement économique relativement bas et son grand besoin d'industrialisation, le pays a pu assumer avec des ressources très limitées un service de santé fondamental auprès de sa population. Alors que le développement de la Chine nouvelle battait son plein, une page nouvelle s'ouvrait dans les relations extérieures du pays. Dans les années 50, la Chine a proposé 5 principes pour une coexistence pacifique. En participant aux conférences de Genève et de Bandung, la Chine a élargi son influence internationale. Dans les années 60, en luttant contre l'hégémonisme sur le plan international, la Chine s'est efforcée de développer ses relations avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ce qui a permis d'améliorer l'environnement international de la Chine. L'homme qui rit à cœur ouvert dans la photo s'appelle Qiao Guanghua. C'est le chef de la délégation chinoise à la 26e Assemblée générale de l'ONU. À travers cette photo, on peut vraiment capter la grande fierté et la confiance qui animaient ce visage. Après de longs efforts, soutenus par nombre de pays du tiers-monde et par plusieurs autres pays, partisans de la justice, en octobre 1971, la République populaire de Chine recouvre lors de la 26e Assemblée générale de l'ONU son siège et ses droits légitimes à l'ONU. Mao Tse-tung a déclaré sans cacher son émotion « Nos frères africains nous ont portés au rang des membres de l'ONU ». Au début des années 70, Mao Tse-tung élabore l'hypothèse des 3 mondes. L'idée a énormément contribué à la lutte contre l'hégémonisme et à la sauvegarde de la paix mondiale. Le 21 février 1972, le président américain Nixon est arrivé à Beijing. Les dirigeants des 2 pays à travers l'océan le plus vaste du monde se sont tendus la main. L'après-midi même, Mao Tse-tung recevait Nixon. L'homme qui a rendu cette décision possible, qui changerait le paysage du monde, a dit tout sourire à son hôte. Parlons plutôt de philosophie et laissons les questions concrètes aux autres. Six jours après, la Chine et les États-Unis signaient la déclaration commune. Ce fut le début de la normalisation de leurs relations bilatérales. Au début des années 1970, la Chine a commencé à établir des relations diplomatiques avec tous les pays du monde. Autour de cette période, plus de 40 pays, dont l'Italie et l'Allemagne fédérale, ont repris ou établi des relations diplomatiques avec la Chine. L'embargo mené par l'Occident contre la Chine pendant plus de 20 ans a ainsi été levé. Un paysage diplomatique tout nouveau est apparu. À la fin 1976, la Chine établissait avec 110 pays du monde des relations diplomatiques. Dans les affaires mondiales, la Chine joua un rôle de plus en plus important. Sur la scène internationale, elle est désormais une force incontournable qui défend la justice et sauvegarde la paix mondiale.
En 1963, Mao Zedong a signé un poème intitulé Manjianghong. Que de choses il reste à accomplir. Le ciel et la terre tournent, le temps presse. 10 000 années sont trop longues. Saisis les jours, saisis les heures. Oui, à une époque ardente, impossible d'attendre 10 000 ans. La Chine nouvelle doit braver vents et marées, agir sur le champ.生在你的怀里，我的血脉流淌着你的神奇和美丽，那人